Quel rapport les collectivités territoriales entretiennent avec les technologies? Quelles sont ces techs qui sont réellement utiles pour les politiques locales? On en parle avec d'abord mes deux invités qui sont restés en plateau. Thomas Genoux, Yelda, c'est une IA que vous avez proposée à la mairie de Plaisir et qui aujourd'hui répond au téléphone aux usagers. Et puis Vianney Raskin, fondateur de Citron, start-up française qui travaille avec des entreprises et des collectivités. En Ile-de-France, on peut citer Issy-les-Moulineaux par exemple. Ouais, tout à fait. Qui d'autre? Alfortville, la région. Le département de l'Essonne, des villes comme Asnières, etc. Donc, vous leur proposez d'accélérer leur transition énergétique en utilisant une plateforme de pilotage, finalement, des consommations et des ressources. Et puis, je précise donc que vous êtes également adjoint au maire de la ville de Suresnes. Avec nous, à distance, Manu Reynaud, adjoint au maire de Montpellier, président du groupe politique Choisir l'écologie à Montpellier, conseiller de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour. Vous avez pris la décision à Montpellier d'interdire l'usage de ChatGPT en interne dans les services de la ville. Comment est-ce que vous abordez cette question de l'adoption des technologies pour les politiques publiques et locales ? Alors avec un grand intérêt, parce que la métropole de Montpellier est d'ailleurs très en avance sur les questions d'IoT, l'Internet des objets. Donc nous avons beaucoup d'expérience là-dessus. Et concernant ChatGPT, c'est plutôt une mesure conservatoire et c'est plutôt une interrogation qu'on s'est posée en rapport avec notre rapport à la technologie. Comment ces robots conversationnels, comment ces IA allaient pouvoir accéder à nos données, quels problèmes juridiques, quels problèmes ça posait à nos agents. Alors on a pris une mesure conservatoire qui est de dire on fait attention, on respecte la loi sur les données confidentielles, sur les usages, et on demande à nos agents et à ceux qui travaillent avec nous de faire attention à ne pas utiliser les données de la collectivité le temps qu'on ait étudié la chose. Ce n'est pas du tout un sentiment de défiance vis-à-vis de la technologie, au contraire, c'est un sentiment c'est une attention de prudence légale, où on regarde nos responsabilités en tant que collectivité, mais c'est aussi un regard extrêmement bienveillant sur les apports que pourrait apporter la technologie et quel usage elle pourrait avoir. Et on a donc entrepris avec un groupe d'experts au niveau montpelliérain, puisqu'on a sur l'écosystème des entreprises, des chercheurs, tout un tas de gens qui travaillent là-dessus, qui l'utilisent déjà, pour voir comment on pourrait s'y avancer au mieux et quels usages on pourrait en faire au mieux, notamment concernant toutes ces questions de l'IA. Il est question de prendre ce tournant de l'IA de façon positive, mais une IA choisie et non subie, pas via des systèmes qui nous sont imposés, mais plutôt des systèmes qu'on va apprendre à utiliser. Sans compter que ça pose des questions aussi de souveraineté, mais on va y revenir. Vous adressez la question, Vianney, de la transition énergétique. On doit aller vers plus de sobriété. À quel point les décideurs locaux sont enthousiastes quant à l'idée d'aborder ce sujet à travers des technologies? Parce que ça peut aussi être un frein, finalement, de se dire mais on ne va pas en rajouter sur la consommation énergétique, on ne va pas rajouter des technos alors qu'on essaye d'être plus sobre. Oui. Alors déjà, pour la consommation que peuvent avoir les technologies qu'on utilise dans le cadre de la transition énergétique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elles vont avoir un impact positif, ou plutôt entre guillemets négatif. Elles vont diminuer la consommation bien plus que ce qu'elles ne vont elles-mêmes consommer. C'est des technologies qui consomment très peu d'énergie et qui par contre peuvent avoir un impact très important sur le patrimoine immobilier. Et ça, vous leur démontrez, vous leur faites la démonstration? Bien sûr. Chez Citron, on a développé une plateforme web qui va servir à collecter toutes les données liées à l'énergie dans un patrimoine immobilier. C'est-à-dire qu'on va avoir des robots qui vont d'eux-mêmes aller régulièrement sur le site internet du fournisseur d'énergie pour y télécharger les factures, les lire, les comprendre et intégrer les données qui se trouvent dessus, des adresses de livraison, des données de consommation, de coûts, etc., dans une base de données qui sera après accessible à son utilisateur, un responsable technique, un responsable fluide d'une collectivité ou même d'une entreprise ou d'un professionnel de l'énergie. En ayant un accès à ces outils de suivi, en ayant accès à des outils même d'analyse qui vont savoir appeler régulièrement l'exploitant en charge de la maintenance d'une chaufferie par exemple ou d'un système technique parce qu'on aurait pu observer qu'il consomme trop ou que l'impact, par exemple la température dans les locaux de la mairie ne sont pas au niveau attendu, on va du coup pouvoir avoir une maîtrise très fine de ces sujets-là. Le fait de mieux maîtriser d'un côté le confort, mais surtout la performance énergétique, ça va permettre en général d'économiser entre 5 et 10% sur les consommations énergétiques du patrimoine immobilier. Imaginez ce que la consommation que représentent en face les serveurs qui vont être utilisés par la machine, c'est ridicule à côté. Manu Reynaud, vous, du côté aussi de la métropole de Montpellier, vous êtes engagé dans un plan de sobriété, de transition énergétique. Ça passe par quelle technologie ?
Alors, ça passe, vous savez que la question des gaz à effet de serre et l'impact de la sobriété énergétique, c'est principalement sur le matériel qu'on le fait, dans l'usage des matériels, les équipements, les smartphones, les ordinateurs et ainsi de suite. Donc il y a une vraie politique d'achat. Mais si on parle de l'IoT, par rapport à l'Internet des objets, effectivement, ce que disait monsieur sur l'usage qu'on peut en avoir pour contrôler, par exemple, la consommation des bâtiments, des luminaires, on a plein de plateformes là-dessus. On est relativement en pointe avec une plateforme de données sur la base d'un réseau LoRa, qui est un réseau basse fréquence. Donc, il y a des choix à la base qui sont des choix de sobriété sur l'utilisation même des réseaux. Et après, dans l'utilisation des objets, il faut toujours faire attention au retour sur investissement. On peut toujours vous faire miroiter, et c'est une bonne chose, beaucoup de retour sur investissement sur intégrer et capter des données pour en avoir un usage et avoir des bénéfices directs. Ce n'est pas toujours le cas. Ça a été à un moment donné, il y a quelques années, une vraie politique qui était quand même très communicationnelle, on va dire. Nous, on a une approche très itérative et au cas d'usage par cas d'usage, et sur chaque objet, et Dieu sait si on en a sur beaucoup de thématiques, que ce soit sur le stationnement d'un côté, sur la question de l'éclairage, sur la question de la sobriété des bâtiments, on a expérimenté et au fur et à mesure, expérience après expérience, valider les process pour voir effectivement le retour potentiel sur investissement, sachant que parfois, effectivement, il peut y avoir des effets contre-intuitifs où on pense que c'est une bonne idée, mais ça n'en est pas forcément une. Je pense qu'il est fini le temps de on collecte pour collecter et on verra après ce qu'on en fait. Donc nous, la démarche, c'est via une plateforme de données sur la base notamment d'une récupération d'un réseau basse fréquence, de dire on le fait au cas par cas et on étudie le rendu en fonction de cas d'usage au fur et à mesure. Et oui, c'est la folie du big data, où on ne savait plus quoi faire de toutes ces datas, ça c'est vraiment derrière nous, c'est clair. C'est pas simple non plus pour une start-up de travailler avec des collectivités locales, parce qu'elles sont en première ligne pour appliquer les mesures de sobriété, de transition énergétique, mais elles ont quand même des moyens très limités, des moyens financiers, je veux dire. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend beaucoup des collectivités locales et de leurs compétences, mais ce qu'il ne faut pas voir cette démarche comme un coût. C'est-à-dire que, effectivement, quand on réfléchit à déployer... Au départ, quand même, ils vous donnent un petit budget, donc... Oui, tout à fait. Non, mais il y a une dépense initiale, mais qui est très rapidement rentable, et donc, du coup, en fait, le retour sur investissement, comme disait monsieur, est très rapide. Typiquement, là, quand on rentre, comme la ville de Montpellier, dans des démarches où on met des objets connectés, où on met des technologies, ce qu'on pourrait qualifier de hardware, d'équipement physique. Là, il y a des frais d'achat du matériel, d'installation, de déplacement, etc. Ça peut avoir un impact assez important d'un point de vue acquisition, CAPEX, OPEX ou un fonctionnement et investissement. Pour faire des choses moins onéreuses. Bien sûr, en fait, aujourd'hui, il y a des technologies et des données qui sont déjà présentes. Par exemple, on a beaucoup entendu parler du compteur Linky à une époque. Oui. Maintenant qu'il est déployé, mais servons-nous-en. Collectons les données qui sont issues de ces gestionnaires de réseaux de distribution, d'Enedis à 95% sur le territoire, mais de manière globale par les concessionnaires qui possèdent la donnée. Alors, c'est une donnée macroscopique, d'abord. Une donnée qui va être ce qu'on pourrait qualifier de haut compteur. On n'est pas encore du sous-comptage, on n'est pas sur de la mesure des températures ou de la qualité d'air, mais on a déjà une donnée qui nous permet, par exemple, d'observer si un talon de consommation nocturne. Et un talon de consommation nocturne, par exemple, dans une école, si c'est pas le même sur 2 jours d'inoccupation, entre guillemets, on sait qu'il y a un gaspillage énergétique et on va pouvoir aller creuser pour essayer de détecter quel est ce gaspillage énergétique. Donc là, on a juste besoin de la plateforme logicielle, en fait, qui va collecter les données et nous proposer des graphes d'analyse. Bien sûr, la plateforme logicielle va savoir déjà vous donner de l'information parce qu'il y a des données qui sont déjà existantes sur le marché. J'ai parlé des factures tout à l'heure, on va scraper, lire automatiquement les données qui sont présentes dessus. Il y a le compteur Linky, mais il y a aussi des données très intéressantes et assez exogènes. Météo France va savoir nous donner la température extérieure. On va pouvoir la comparer à la consommation, par exemple, de gaz d'un bâtiment, ce qui correspond globalement au chauffage du bâtiment souvent. Donc on va pouvoir vraiment mesurer l'impact d'une consommation énergie et détecter un gaspillage énergétique. Après, effectivement, et je souscris tout à fait à ce qu'a dit mon collègue de la ville de Montpellier, qui est de dire qu'une fois qu'on a fait une première étape, il faut continuer à avancer. Mais là, du coup, l'investissement va être porté par les économies qu'on a fait précédemment. Ça va être ce qu'on appelle une stratégie d'intracting. On va aller chercher à financer les prochains investissements avec les économies réalisées et donc à avancer pas à pas. Alors, de quelle façon, plus largement, le numérique est utilisé par vos équipes pour piloter des politiques locales et peut-être revenir aussi, Manu, sur la question de la souveraineté. On a commencé à l'évoquer avec ChatGPT, qui est un outil
américain. Comment est-ce que vous réfléchissez à la fois comme le numérique comme outil de politique locale, mais aussi comme outil de souveraineté numérique ? Alors, nous, on a fait des choix qui sont clairement depuis plusieurs années, notamment en matière de souveraineté, notamment sur la question de la responsabilité de la donnée, de la propriété de la donnée, puisque via cette plateforme de données dont parlait monsieur, je pense qu'on parle des mêmes choses, on va dans les mêmes solutions, parce que nous aussi, on a un projet justement d'allier avec le compteur Linky, Gaspard et nos propres compteurs d'eau, puisque l'eau est en régie publique de l'eau, et justement d'avoir un domaine applicatif pour les usagers qui leur permettent de modifier leur comportement pour la puissance publique, en l'occurrence la régie publique de l'eau et la métropole, d'avoir une politique de l'eau, parce que vous avez le comportement individuel que vous pouvez modifier en fonction des données qu'on va mettre à disposition, et vous voyez de façon globale, et puis vous avez la politique globale de la collectivité qui, grâce à cette plateforme de données, et grâce évidemment à ce qu'on appelle parfois certainement l'informatique décisionnelle au niveau de la collectivité, mais grâce à ces tableaux de bord qui nous permettent aussi d'avoir une politique. Par exemple, sur la politique de l'eau, nous, les compteurs connectés qui sont associés, qui sont pour l'instant principalement sur des grands comptes, c'est-à-dire des grands comptes d'entreprises ou de gros collecteurs, de gros consommateurs d'eau, et nous allons petit à petit les mettre en place chez tous les individuels, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça nous permet à la fois de piloter au niveau global une politique publique de l'eau. Par exemple, nous avons décidé que pour les particuliers, les 15 premiers mètres cubes seraient gratuits. Jusqu'à 120 mètres cubes, c'est un certain tarif, et au-delà, comme on considère que ça n'est plus les 15 premiers mètres cubes gratuits, l'eau est gratuite parce que c'est les besoins humains de consommation d'eau pour boire, pour se laver. Au-dessus, c'est une consommation qui conforte du confort. Et au-dessus de 120 mètres cubes, on considère que c'est des usages qu'on doit payer plus cher. Donc, tout ça a du sens quand non seulement vous attendez un retour sur investissement, sur les économies d'eau, mais qui, pour nous, ont du sens entre l'économie de la ressource en elle-même. Vous le disiez, je suis président du groupe Écolo, donc je peux d'autant mieux vous en parler. Donc, ça nous permet à la fois de modifier les comportements du côté consommateur, et ça nous permet, qui est volontaire de leur part, avec une politique publique qui est appuyée sur une question de tarification et avec des dashboards qui permettent à un moment de visualiser de façon macro les politiques publiques et les consommations qu'on peut avoir. Et sur la question de la souveraineté, vous disiez que vous faisiez attention à ce point. Comment on fait pour garder la main sur nos données, qui sont les données de tous les concitoyens ? Alors, on la garde de façon juridique et on la garde de façon technique. Il y a les deux aspects qu'il faut voir. Technique, le réseau LoRa, par exemple, qui est le réseau qui collecte les données, nous appartient juridique parce qu'on a des contrats avec nos opérateurs. Alors, c'est parfois des opérateurs publics qui nous appartiennent, comme la Régie publique de l'eau, comme la SPL TAM, qui est l'opérateur de mobilité pour le tram et les transports publics, mais ça peut être aussi avec des opérateurs privés dans lesquels nous, on a des contrats qui nous lient pour l'appropriation de la donnée. Mais pour les serveurs physiques, pour les installations techniques et notamment de réseau, ils nous appartiennent. Parce qu'il y a la difficulté des moyens alloués aux collectivités territoriales, mais il y a la difficulté aussi de travailler dans un environnement où ce sont des données critiques, des données sensibles que l'on manipule. Bien sûr, c'est un sujet qu'on regarde de très près, mais aujourd'hui il existe un certain nombre de technologies qui nous permettent à la fois de protéger les données, alors qui peuvent être personnelles de temps en temps, mais aussi des données d'une collectivité. Et évidemment, c'est un sujet de tous les jours. C'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on a rapatrié nos data centers en Île-de-France. D'accord. Et alors là, quand on vous écoute, on se dit mais c'est merveilleux. On pense qu'on a tous les arguments pour convaincre les décideurs locaux d'utiliser davantage finalement de technologies au service de politiques locales et notamment de sobriété énergétique. Pour autant, ça reste compliqué de les convaincre. Vous êtes deux exemples, parce que vous êtes dans Smartech, donc un peu spécifique quand même. Alors, c'est pas si difficile que ça de les convaincre. Ce qui est difficile, c'est de leur parler à tous en même temps. Mais aujourd'hui, on a par exemple le décret tertiaire, qui est une contrainte réglementaire, légale, qui impose à tous les propriétaires et les locataires de bâtiments de 1000 m² et plus de suivre et de réduire leur consommation d'énergie. Cette réglementation, elle permet de sensibiliser très largement toutes les collectivités qui sont du coup assujetties, parce que très souvent propriétaires,
et régulièrement aussi locataires de bâtiments à usage tertiaire. Que ça, une école, par exemple, une crèche, un gymnase, des bureaux, un hôtel de ville, tout ça, ce sont des bâtiments qui en général font plus de 1000 m² et qui sont à usage tertiaire. Elles ont donc d'abord une obligation réglementaire de mettre en place des systèmes de suivi et d'amélioration de leur performance énergétique. Ouais. Ensuite, il y a aussi un driver qui est très fort, qui est l'impact environnemental qui est lié à ces consommations énergétiques. Au-delà de la consommation qu'on peut avoir de ressources naturelles qui ne sont pas éternelles, on va avoir également des émissions de gaz à effet de serre qui sont très importantes et qui sont liées justement à ces consommations d'énergie. On va du coup avoir un facteur déterminant qui va être les urnes et les habitants d'une collectivité qui sont sensibilisés de plus en plus à ces sujets-là et qui souhaitent protéger leur environnement et qui du coup demandent à leurs représentants, aux élus et aux services qui travaillent pour la ville de travailler sur ce sujet-là. Et dernièrement, il y a un sujet financier. Réduire ses consommations énergétiques, aujourd'hui, c'est rentable. Ouais. Ouais, c'est presque une urgence. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de vous faire réagir, Thomas Genoux. Vous avez eu votre temps dans la partie interview. Merci Thomas Genoux, Yelda, d'être resté avec nous jusqu'au bout. Merci à Manu Reynaud qui était connecté à distance depuis la ville de Montpellier et Vianney Raskin de la start-up Citron. Juste après la pause, on va parler des données de surveillance, de traçage. Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec la protection de la vie privée ?